Voilà, notre projet, eh bien, c'est ce qu'on a appelé la gigoteuse havraise, ou optimisation de l'utilisation du lit chauffant et prévention de la mort subite du nourrisson. Donc, c'est un travail réflexif de notre équipe. Donc, je vous ai mis un petit plan de l'intervention, donc avec le contexte, les objectifs, nos actions, les limites, et puis références, parce que ça nous a amené à beaucoup lire, ce qui n'était pas forcément dans nos habitudes. Donc, tout d'abord, le contexte. Donc, c'est vrai que la naissance prématurée, c'est une double séparation. Une séparation qui est due à la naissance, qui est prématurée, et puis à l'hospitalisation, qui, une deuxième fois, va séparer le bébé avec ses parents. Il ne peut pas y être tout le temps. Et c'est une grossesse inachevée, avec un bébé qui se trouve, alors qu'il est encore né trop tôt, il va être soumis à la gravité, à l'environnement. À titre d'exemple, in utero, le bébé est à 0,5 degrés au-dessus de la température de sa maman. On sait qu'un bébé à terme, à la naissance, dans une pièce à 24 degrés, quand il est nu, c'est comme un adulte qui est nu à 0 degré. Donc, notre service va accueillir, notre étude, c'est surtout basée en néonat et en kangourou. Donc, les bébés y arrivent vers 34 semaines en général, donc pour des séjours de 5 jours à 1 mois, donc soit ensuite de soins intensifs, soit directement au moment de la naissance. Et puis donc en unité kangourou, qui chez nous accueille les bébés à partir de 34 plus 3 et 1,7 kg. Donc le bébé in utero, d'accord. Donc le bébé in utero, il est regroupé, il est soutenu et il va pouvoir bouger tout en étant contenu. Donc bon, il y a une petite vidéo, il ne peut pas bouger, mais ce n'est pas grave. Donc il y a une échographiste du Havre qui nous avait fait une petite vidéo pour montrer que ce bébé, quand il bouge, il est dans un milieu aquatique, il va pouvoir lutter contre la gravité, il va pouvoir pousser, il va pouvoir soutenir son oralité en mettant les mains à la bouche. Le bébé, quand il naît à terme, il est équipé pour lutter contre la gravité. Donc, vous voyez là sur la photo, il est soutenu, il peut avoir un soutien des 4 membres et il peut tout au début porter assez facilement les mains vers le centre et se regrouper. Le bébé prématuré, lui, il est défléchi, il subit la pesanteur et la gravité et il va être défléchi sur le plan avec plus de difficultés à bouger, écrasé par la gravité. Ça lui est difficile aussi de s'autoréguler, d'amener les mains vers la bouche. Alors, on connaît l'importance de la motricité du préma et du bébé à terme et des expériences précoces qui vont permettre au bébé de mieux bouger, d'activer les groupes musculaires. Et on sait que le bébé prématuré qui va avoir beaucoup plus d'appui postérieur puisqu'il va être défléchi, il va avoir tendance à suractiver ses groupes postérieurs pour s'organiser vers l'extension si bien sûr il n'est pas soutenu par tout ce qu'on va pouvoir lui proposer dans nos services. On sait aussi que ces expériences précoces sont importantes pour un bon développement des cartilages, des os, des articulations, qu'on a des risques orthopédiques quand le bébé ne bouge pas suffisamment. Donc, la prématurité, c'est aussi une thermorégulation qui est encore immature. Pourquoi? Eh bien, tout d'abord, la production endogène de chaleur est diminuée. Donc, la production par le bébé lui-même. Il a moins de graisse brune. Donc, la graisse brune, c'est une graisse qui sert surtout à réchauffer le nouveau-né et qui n'existe pas avant 30 semaines, très peu avant 36 semaines. Et donc, cette graisse, quand elle est brûlée, elle ne se reforme pas. Et donc, c'est un des moyens qu'utilise le nouveau-né pour se réchauffer. L'activité métabolique est moindre aussi. Et puis, le bébé prématuré qui bouge moins va lui aussi moins faire de chaleur grâce à ses mouvements. Et puis, donc, d'un côté, on produit moins de chaleur et de l'autre, le bébé va en perdre plus. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il a moins de tissu adipeux. Il a un rapport surface sur volume qui est très augmenté par rapport à l'adulte. Il a 2 à 3 fois plus de surface de peau. Et puis, il y a une immaturité de la peau qui ne joue pas bien ce rôle de barrière et les vaisseaux vont être très superficiels. Donc, le bébé se refroidit beaucoup plus vite. Or, on sait qu'il y a des liens prouvés entre ces contraintes thermiques et le sommeil, la consommation d'oxygène, la fréquence cardiaque, la survenue d'apnée. Donc, il est important que le bébé puisse réguler sa température pour bien pouvoir grossir et sans surconsommer d'énergie. Dans les choses importantes, le pot à pot, donc ça a été tellement parlé que je ne vais pas en dire
grand-chose de nouveau. J'ai vu une étude de Madame Charpak très récente qui date de janvier, qui montrait aussi l'importance que cela pour une meilleure croissance cérébrale, qui vient rajouter encore un petit plus dans tous les bienfaits du pot à pot. Et comme ça a été dit ce matin, on s'est rendu compte que quand le bébé était habillé, eh ben, en fait, les parents le prennent moins en pot à pot. Nous, dans nos services en réa, il y a beaucoup, beaucoup de pot à pot. Et puis, quand l'enfant arrive en néonat, dès qu'il commence à être habillé, alors les parents qui juraient cracher par terre qu'ils allaient toujours continuer parce que c'était trop super, eh ben, ils nous disent oh, bah, je vais le réveiller, j'ai un peu peur de le casser quand je l'habille, c'est difficile pour lui, ben non, là, il dort. Et c'est vrai que tous les prétextes sont bons pour le diminuer. Et on se rend compte que ces parents, pourtant très attachés au pot à pot, le font beaucoup moins. Et enfin, la prévention de la mort subite. Donc, on avait fait une EPP il y a quelques années, suite à un décès d'enfant qu'on connaissait en consultation de suite, qui était décidé à la maison et qui dormait sur le ventre. Donc, on a fait tout un travail avec la maternité et nos services. Et on a, là encore, lu. À la fin, on a fait cette petite affiche qui est accrochée dans tous les services de maternité et de néonat. Et en fait, 20% des enfants qui sont décédés de mort inattendue du nourrisson sont passés par un service de néonat. Donc, on se doit vraiment d'être exemplaire et ça fait partie de ce qu'on a retenu. On ne doit pas faire à l'hôpital ce qu'on dit aux parents de ne pas faire à la maison. Même si quelques aménagements, bien sûr, sont possibles et que les parents font ce qu'ils veulent à la maison, mais on doit avoir porté la bonne parole. Et dans ces morts inattendues du nourrisson, il y a beaucoup de morts qui sont en fait explicables, au moins en partie, avec des erreurs liées au couchage. Donc, nos objectifs, les objectifs de toute notre équipe, c'était comment, sans surveillance scopée, concilier une utilisation optimale du lit chauffant et la prévention de la mort inattendue du nourrisson, tout en favorisant le portage et l'allaitement pour rester dans notre ligne directrice. On est bien sûr dans une démarche de soins de développement. Donc, je vous ai mis un peu toute la progression de notre équipe qui n'était pas du tout habituée à ce genre de démarche, je le précise. Donc, tout d'abord, on a fait un audit, on a mis en place une EPP, une évaluation des pratiques professionnelles sur ce sujet, et puis on a beaucoup, beaucoup lu. On a fait un benchmarking, on a eu notre idée de gigoteuse, qu'on a modestement appelée Avraise. On a fait des essais, recueilli les données, et puis on a lancé la démarche. Donc, tout d'abord, notre audit interne. En fait, on s'est rendu compte que nos pratiques n'étaient pas du tout uniformes dans le service, dans l'habillage, comment on faisait entre les équipes. Pourquoi? Parce qu'on a différents lits chauffants, on a aussi une couverture chauffante, et puis en fonction des représentants qui sont venus, de comment les choses se sont transmises personne à personne, chacun avait un petit peu sa façon de faire et on n'était pas du tout homogène dans nos pratiques. Donc, on a fait un audit interne qui l'a confirmé. Et puis, on a mis en place une équipe pluridisciplinaire avec des auxiliaires de puériculture, des puéricultrices, des infirmières, une kiné, et puis aussi notre cadre qui est parti à l'école des cadres. D'ailleurs, c'est vrai qu'on a eu des changements en cours de route, et puis bien sûr piloté par notre chef de service sous son œil bienveillant. Alors, au Havre, notre usage, depuis toujours, moi je venais de Rouen avant, on ne faisait pas la même chose, c'est d'enlever le scope dès que le bébé n'en a plus médicalement besoin. Donc ça, c'est un frein au pot à pot, en particulier en kangourou, parce que les bébés se trouvent plus vite habillés. Et pourtant, on veut favoriser le portage et l'allaitement. D'où notre questionnement et nos lectures. Donc, nos lectures ont commencé par comprendre un peu la thermorégulation et comment le bébé se refroidit. Donc, j'espère que ça va vous amener quelque chose aussi, parce que nous, on a beaucoup appris. Donc, tout d'abord, il peut se refroidir par convection. Donc, la convection, c'est un échange de chaleur qui est dû à l'exposition à un flux d'air. Donc, c'est le vent que vous faites en passant, le vent qu'on fait dans les incus en ouvrant la porte, par exemple. Après, il y a la radiation. Donc là, c'est l'échange de chaleur entre deux corps qui ne sont pas en contact direct. C'est le principe de l'incubateur radiant. Ensuite, il y a la conduction. Là, c'est l'échange de chaleur entre deux corps qui sont en contact direct. Donc, c'est le principe du pot à pot, du berceau chauffant, et la chaleur va aller du plus chaud vers le plus froid. Et puis, enfin, il y a l'évaporation. Donc là, c'est un échange de chaleur qui se produit quand un liquide va se transformer en vapeur. Donc, c'est toujours une perte de chaleur. Donc, ça peut être cutanée ou respiratoire, et ça dépend de l'humidité ambiante également. Donc, c'était bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on en faisait dans nos services? Alors, on y a réfléchi. Alors, la convection, là, ces courants d'air, qu'est-ce qu'on peut faire là? On se posait quelquefois la question, chapeau ou pas chapeau quand le bébé est en berceau chauffant?
Et là, on s'est dit, bah oui, chapeau, ça va quand même limiter un petit peu tous ces courants d'air qu'on va éviter de faire, bien sûr. Et puis, bien faire veiller à ce que le bébé ait une couche qui l'isole de l'extérieur. Pour les radiations, bah là aussi, on a changé nos pratiques. L'éloigner de tout ce qui est froid et pas en contact direct avec lui. Donc, en Normandie, il ne fait pas si chaud. Et c'est vrai que nous, souvent, on avait l'habitude de mettre les fauteuils d'allaitement pas très loin des fenêtres parce que c'était un endroit bien pratique, même si on faisait attention que le bébé ne soit pas trop éclairé. Hein, et là, on s'est dit, bah, c'est vrai que le bébé, il a plus froid à ces endroits-là, pas l'été, mais l'hiver, l'automne, fin du printemps. Et donc, on a fait attention à ça. Et puis aussi, toujours bien couvrir le bébé quand il est en peau à peau. La conduction. Alors là, tout ce qui touche le bébé devrait être réchauffé. Là, on a changé nos pratiques parce qu'autant on y pensait toujours quand le bébé était en incubateur, on chauffe les vêtements, on va chauffer tout ce qu'il touche. Quand le bébé est sorti, ben, on n'y pense plus. On n'y pense plus, en tout cas nous. C'est-à-dire que les vêtements qu'il met, on le sortait de la petite valise de la maman où tout était bien rangé. Le linge qu'on utilisait pour le peser, ben, c'est pareil, il sortait du tiroir. Le liquide pour faire le lavage de ne pensait pas forcément à le réchauffer dans nos mains avant de faire le lavage de nez, pardon. On s'est dit également que tout ce qui était comme entre le bébé et puis le matelas, ça allait freiner le réchauffement. Quelquefois, on disait que ça allait réchauffer le bébé. Et aussi, quand on bordait trop, eh ben, ça allait limiter aussi le réchauffement parce qu'on faisait une épaisseur supplémentaire entre la plaque qui chauffe et le bébé. Donc, c'est vrai qu'on a essayé voilà, on a adapté nos pratiques et on continue de les adapter parce qu'on a des habitudes un petit peu anciennes. Et puis pour l'évaporation, donc c'est garder le bébé au sec, le sécher. Donc ça, je pense que c'est quand même une habitude. Mais il y a aussi eu cette histoire de transpiration qui nous ont été aussi ramenés quand on a téléphoné à beaucoup de services. C'est quand le bébé, quand il y a trop chaud et qu'il transpire, s'il est dans un lit chauffant avec une couverture, et souvent c'est de la polaire, et ben c'est hydrophobe, l'eau passe pas et le bébé, ben, il se mouille. Après, ben, il a froid. J'ai lu aussi des choses sur la couche qu'il faut changer régulièrement aussi, parce que même s'il y a la couche, le bébé, quand il est humide, eh ben, il se refroidit plus vite. Alors, on a fait un benchmarking, c'est un bon mot, moi je ne connaissais pas avant, hein, donc on a téléphoné à plein de services de tout niveau, on s'est partagé la tâche et puis on a recueilli ce qu'ils nous disaient. Donc, il y a deux grands courants. Le premier qui est très loin, le plus fréquent, le bébé, il va être habillé juste d'un body et puis d'un petit chapeau. J'ai mis les chaussons parce qu'il y a beaucoup de moments, mais chaussons, alors bon, chaussons, pas chaussons. Et l'objectif, en fait, à long terme, c'est surtout de favoriser le peau à peau le plus longtemps possible avec des bébés qui restent ainsi quelquefois jusqu'à la veille de la sortie ou le jour même de la sortie. Par contre, étant donné que le bébé a une couverture, pour nous, ça veut dire SCOP, donc maintien du SCOP. Et puis la deuxième école, plus rare, qui était la nôtre au Havre, où le bébé est habillé, donc comme on nous disait ce matin, donc est plus largement habillé, avec même parfois un gilet de laine. Et là, l'objectif, c'est plutôt de le sevrer rapidement de son berceau chauffant. Donc là, il a la gigoteuse et il n'y a plus de scope. Alors, on s'est dit quels sont les plus et quels sont les moins de ces deux techniques. Alors, dans la première, celle où le bébé a sa couverture et est peu habillé, et bien là, oui, le peau à peau est favorisé, c'est facile, on continue comme dans l'incubateur, c'est super. Le bébé, il bouge bien plus facilement avec un développement moteur qui est soutenu, une autorégulation qui est plus facile, avec un bébé qui peut se regrouper. Mais après, il y a les moins, il y a ce fichu scope, avec cette fausse sécurité pour les parents qui apprennent plutôt à regarder le scope que de regarder leur bébé pour savoir comment ça se passe. Ce scope qui interfère dans la relation parce qu'ils ont du mal à ne pas s'empêcher de le regarder, même si on essaie de le tourner. Il y a les nuisances sonores pour le bébé et les parents avec le stress que ça engendre. On a trouvé une étude stress et bruit dans les services. Et ce scope qui sonne, ça rappelle plein de choses aussi aux parents, sans compter tout ce que cela peut faire pour ce bébé qui est gêné à chaque fois. Et puis les parents voient leur bébé et l'installent avec une couverture. Il y a aussi le problème du poids de cette couverture. Et là, c'est pareil, c'est les services qui nous y ont fait penser, c'est que beaucoup de fabricants, quand on relit, parlent d'épaisseurs successives à rajouter. Et quand il fait froid la nuit, les équipes, elles ont froid et d'emblée, elles ont tendance à mettre une couverture pliée en quatre, plus plein de choses au-dessus. Et c'est vrai que là, le bébé, il ne peut plus bouger. Et souvent, c'est plutôt l'impression que de se rendre compte de la réelle température du bébé en la mesurant pour adapter ce qu'on va lui mettre comme couche. Et puis après, il y a la version bébé habillé. Donc, la préparation
du retour à la maison est facilité, il n'y a pas de scope, on est comme à la maison. Les parents font comme ils devront faire à la maison aussi dans le cadre de la prévention de la mort subite du nourrisson. Il n'y a pas de gigoteuse, il n'y a pas de scope. Par contre, c'est un frein au pot à pot parce qu'il faut déshabiller le bébé, que la motricité est entravée. J'ai mis exprès la même photo, c'est le même bébé sur les deux photos, le même genre. On ne croirait pas. Le regroupement est difficile. Et puis, les épaisseurs multiples, ça fait aussi que le berceau chauffant, il ne sert plus à grand-chose parce qu'il y a beaucoup d'épaisseur entre le dos du bébé et puis le matelas qui chauffe. Alors, notre projet, il y a l'idée, tout le monde pense que ça vient de lui, donc ça doit être collégial, notre histoire. On s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne trouverait pas un entre-deux? Donc, notre gigoteuse à vrai, c'est juste un drap-housse sur lequel est cousu juste un dessus de gigoteuse. Donc là, on coche presque toutes les cases parce que le bébé, il peut être peu vêtu, pardon. On n'a plus besoin du scope. La motricité et le regroupement sont plus faciles parce qu'on n'a pas beaucoup d'épaisseur au-dessus du bébé. La préparation du retour à la maison est facilitée. Les parents, c'est comme à la maison, il n'y a pas de scope. Il y a une gigoteuse, même si elle est un peu différente. Donc, pour la prévention de la mort subite du nourrisson, les parents mettent le bébé très tôt dans une gigoteuse. Et puis, on optimise l'utilisation du lit chauffant, puisque le bébé il a le dos directement sur le matelas, juste un petit drap en dessous. Elle n'est pas commercialisée. Alors là, ça a été une notre grande histoire, parce qu'on a répondu, on a fait un protocole d'utilisation, tout le monde s'est mis à faire des prototypes, donc la lingerie, les filles qui savaient coudre, une association. On a fait un test dans le service avec des mesures de température et puis on a recueilli la durée de peau à peau et la température du bébé pour voir si ça se passait bien. Donc notre souhait, c'est d'avoir quelque chose de simple avec deux tailles, passe à la lingerie de l'hôpital, avec le reste du linge fragile. Et puis, on a eu la chance il y a eu un appel à projet à l'hôpital, projet innovant, on a présenté notre idée sans trop y croire, et puis on a obtenu un financement donc pour acheter tout le matériel et pouvoir le réaliser. Et puis, il y a eu un qu'on réalise, on a proposé un abstract, et puis on a fait un poster. Et puis après, il y a eu ici, on a proposé. Et puis nous voilà ici, ça, on s'y attendait vraiment pas. Et ça me fait plaisir. Alors, je vous ai mis les résultats de notre modeste petite étude. Donc, avec le motif d'hospitalisation, l'âge au moment où on a commencé le berceau chauffant. Et puis, voilà nos résultats. À gauche, on a mis le premier protocole qui a été fait d'achat ses compétences. Donc, quelqu'un avait fait cette affiche qui a été modifiée depuis pour qu'elle soit un peu plus lisible. Donc, le protocole a été suivi à 95%. La température du bébé, la température cible atteinte dans 86% des cas. Et il y avait 18% de peau à peau quand le bébé était en body. Alors, les limites et les perspectives, parce qu'après, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas tout bien fait, mais on prend. Tout d'abord, on n'avait pas de groupe contrôle, donc ni pour la température du bébé, ni pour le temps passé en peau à peau. Cet hiver, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas non plus mesuré la température de la pièce, parce que ce qui marchait très bien cet été, cet hiver, ça marchait moins bien. On a un système de chauffage qui marche aussi avec un peu de vent, de soufflerie, et il y a des pièces où il fait plus froid que d'autres, et donc on n'a pas vérifié qu'il y avait une bonne température dans toutes les pièces. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on mette au point, qu'on vérifie. Le type et l'utilisation du thermomètre non plus n'est pas uniforme. Moi qui suis kiné qui passe, j'ai vu que tout le monde faisait différemment. Il y en a qui enlèvent le thermomètre dès qu'il sonne, il y en a qui le laissent sous le bras et ça continue à monter, il y en a qui le mettent comme ça, il y en a qui le mettent comme ça. Et chacun a son thermomètre parce qu'ils aiment mieux le leur que celui qu'on leur a fourni au départ. Donc il va falloir aussi uniformiser nos thermomètres. Alors le comité scientifique ici nous a fait recommander, nous a fait mettre en avant qu'on n'avait pas objectivé notre prévention de la mort étendue du nourrisson. Ça, c'est vrai, il faut peut-être qu'on fasse un questionnaire. Alors, modestement, j'ai trouvé Confucius qui m'a donné une idée. Il a dit « J'entends et j'oublie, je me souviens quand je vois et j'apprends quand je fais ». Donc là, je me suis dit, on s'est dit, les parents, ils voient le bébé dans la gigoteuse très, très tôt et ils le mettent eux aussi très tôt. Mais c'est vrai qu'il va falloir qu'on trouve quelque chose pour l'objectiver. Et nos projets, on s'est dit, pourquoi pas faire une étude randomisée, là, comme je vois beaucoup fait aujourd'hui, pourquoi pas rédiger un article scientifique, comme on y est un peu encouragé maintenant par notre hôpital. Il pourrait être intéressant de faire une étude plus poussée sur la motricité du bébé habillé versus dans notre gigoteuse, mais elle existe déjà sur le très habillé versus peu habillé, donc ça pourrait nous aider. On n'a pas trouvé ces draps gigoteuses, on a cherché, on n'a pas vu qu'ils existaient ailleurs, donc est-ce qu'on en fait quelque chose? Et puis, il n'y a pas de consensus
national sur l'arrêt de la surveillance scopée, mais j'ai vu que dans les projets du Green, ça faisait partie des choses qui étaient notées dans les choses qui seraient intéressantes de travailler. Alors, je vous ai mis des références parce que on a lu. Et puis, je vous remercie beaucoup. Et puis, si vous avez des questions, ce sera avec plaisir si je sais y répondre. Merci. Alors, est-ce que vous avez des questions, des partages dans la salle? Non, non, pas encore. Ah, si, eh ben voilà. Merci. Moi, je n'ai pas bien compris si un bébé scopé pouvait être installé dans ce système. On peut faire tout ce qu'on veut, mais c'est vrai que nous, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir le mettre, de pouvoir garder un bébé non scopé et qui puisse rester non habillé et dans une gigoteuse. Mais bien sûr, on pourrait le mettre plus tôt. C'est le même principe que le lit chauffant, il est recouvert et voilà. Oui, bonjour, Emmanuelle Courtier, puricultrice au SMUR de Robert Debré. J'ai une question par rapport à la prévention de la mine. Vous dépendez d'une maternité, je suppose, dans votre établissement. Ouais. Et est-ce que les gigoteuses sont fournies en maternité? Alors oui, maintenant, il y a les 100 jours. Donc, il y a dans le sac des 100 jours, il y a la gigoteuse. Les 1000, pardon. Les 1000 jours. 1000, allez. Donc, votre maternité fait partie du projet, elle était élective? Oui. Donc, il y a des gigoteuses. Et nous, on en a aussi des associations qui fournissaient des gigoteuses aux parents de petite taille. Donc, on a des gigoteuses adaptées aux tout petits aussi. Alors, on a quelques questions des personnes en visioconférence et donc Pascal va se faire le relais de ces questions qui concernent le berceau chauffant. Donc, il y a beaucoup de questions sur ces berceaux chauffants dans vos services. À partir de quel terme vous les utilisez? À partir de quel poids c'est utilisé? Et quel soutien dans le berceau chauffant, en plus de la gigoteuse, enfin de la... Alors, vive le green, il y a des recommandations qui existent. Donc, c'est 1600 grammes qui sont 34 semaines, 1600 grammes qui sont recommandés c'est 1600 grammes, en fait, c'est tout ça qui est recommandé par le green. Voilà, et quel soutien? C'est vrai que nous, on laisse les cocons de soutien posturaux au bébé. Donc, quand il est dans la gigoteuse, on peut le mettre à l'intérieur. Mais c'est vrai qu'on essaie, quand le bébé rentre, qu'il n'y ait plus ses soutiens, mais tant qu'il en a besoin, on essaie de les laisser. Voilà, donc c'est en fonction de chaque bébé, car chaque bébé est différent et a des besoins qui sont plus ou moins importants. La recommandation dit de ne rien mettre quand on rentre à la maison. Donc, c'est vrai qu'on dit aux parents, la journée, quand vous êtes avec eux, que vous surveillez, vous pouvez mettre un cocon qui peut être important. Quand le bébé arrive et s'approche de la sortie, on essaie de limiter, donc le plus tôt possible, qu'il n'y ait plus qu'un soutien qui soit vers le bas, souvent en asymétrie, et puis d'essayer, quand il rentre à la maison, il n'y en a plus, il n'y en ait plus. Il y a toujours les cas particuliers où on dit, on a envie de faire ça, mais ce n'est pas recommandé dans le cadre de la prévention de la mort subite. Donc après, on essaie toujours de bricoler, mais les recommandations sont claires. Normalement, pas de cocon. Donc, voilà. On essaie de les supprimer dès que possible, mais il y a toujours des cas particuliers, bien sûr. Il y a aussi de nombreuses questions sur comment installer le bébé dans la gigoteuse. Est-ce qu'il est à plat de dos? Est-ce qu'il est sur le côté? Et la concomitance entre la gigoteuse et le soutien postural. Comment vous arrivez à allier les deux choses? Donc, c'est ce que je disais, dans la gigoteuse, le bébé il va être sur le dos. Donc, il va être, par contre, on va pouvoir l'installer en asymétrie avec un coton, en asymétrie droite, asymétrie gauche. Dans la journée, la nuit, on essaie de garder un soutien que très bas. Autrement, on peut mettre un peu plus haut dans la journée parce qu'il y a une surveillance. Là, pour rester dans le cadre de la prévention de la mort subite, c'est vrai ça limite un peu, on est très clair, mais quand on n'a plus de scope, on est obligé d'en faire un petit peu moins, mais on essaie toujours de laisser au moins cet enroulement et cette asymétrie tant que le bébé en a besoin. Mais pas de côté dans la gigoteuse, ça c'est clair. Par contre, de l'asymétrie, oui, avec un soutien qui en général se fait donc dans le bas, sous le bassin, et plus rien autour de la nuque. Donc on essaie très tôt de baisser aux épaules et puis de baisser un soutien qui soit juste au niveau du bassin.
c'est vrai qu'il y a toujours ce qu'on a envie de faire et puis la réalité et les risques. Et c'est vrai on interroge en consultation, on suit toujours les parents sur la prévention de la mort subite, le couchage, comment ils font. Et il y a énormément d'erreurs de couchage, alors que pourtant, je pense qu'on dit beaucoup de choses, mais il y a tellement de messages dans les services. Et c'est vrai que notre réflexion, elle est aussi partie de là. Voilà, on a eu ce bébé et voilà, les parents disaient, mais il dort mieux sur le ventre. C'est ce qu'ils faisaient dans le service, ce qui était vrai. On est sûr d'avoir posé les bonnes questions. Les choses n'ont pas été faites et souvent les parents, désespoir de cause, quand le bébé ne dort pas bien, ils trouvent des solutions, que ce soit l'enveloppe, l'emmaillotement, que ce soit plein de choses. Et donc, on essaie, nous, au moins, d'être le plus parfait, c'est pas le bon mot, mais le mieux possible dans le cadre de cette prévention. Je vous remercie. Juste une seconde on a une dernière question. Il y avait des questions autour de la recommandation de. C'est vrai qu'il y a à quel moment on commence, à quel moment ça s'arrête. Hein, c'est une prescription de médicaments, elle a une durée. Et donc, il y a vraiment des échanges autour du devoir scoper le bébé jusqu'à quand, jusqu'à 48 heures avant la sortie. Le berceau chauffant, à quel moment vous l'arrêtez. Je suis désolée, hein, je vous rappelle, Laure. Mais voilà, il y a vraiment juste quelques questions qui sont importantes. Voilà, est-ce que c'est différent pour les bébés porteurs de sonde nasogastrique? Enfin, voilà. Chez nous, non, mais c'est vrai que quand on a téléphoné aux hôpitaux, les pratiques sont, mais c'est très impressionnant. Personne ne fait pareil, en fait. Il y en a, dès qu'il y a une sonde gastrique, le bébé a forcément un scope, d'autres, pas du tout. À partir du moment où le bébé n'a plus besoin médicalement parlant de scope, il n'en a plus. Donc, c'est vrai que ça change énormément. Il y en a qui ont un scope jusque quelquefois quelques heures après la sortie, d'autres qui disent qu'il faut au moins 48 heures sans scope pour pouvoir rentrer à la maison. Donc là, c'est vrai qu'il n'y a pas du tout d'uniformité. Et donc, on s'est partagé, on a appelé une quinzaine de services. Tout le monde fait différemment. Il n'y a absolument pas de pratique. Donc, nous, on a notre habitude. Je disais, j'étais à Rouen avant, on ne faisait pas du tout pareil. Donc, au Havre, les bébés peuvent avoir une sonde et ne pas avoir de scope. À Rouen, ce n'était pas le cas. Et je pense que là, il n'y a pas de recommandation. Et j'ai bien vu que le green aussi, voilà, c'est des choses sur lesquelles on peut se pencher, des études à faire. Tout le monde au travail. Voilà. Et alors, voilà, un petit cadeau, l'illustration de Morgane Parisi sur la question de l'écart de température. Et le deuxième. Pour la gigoteuse à braise.